Bonjour à vous, bienvenue. Nous sommes toujours dans le module 1 et nous sommes dans la deuxième partie du module 1. Nous allons maintenant aborder les notions fondamentales et l'éthiopathogénie. Donc, c'est vraiment toutes les fondamentaux, les sciences fondamentales que vous connaissez, anatomie, physiologie, etc. Que vous avez, donc anatomie, histologie, physiologie, éthiopathogénie, que vous avez vraiment besoin de connaître pour bien comprendre l'hypertension artérielle. Alors, je vous rassure tout de suite, ce sera simple. D'accord, on va extraire vraiment les connaissances essentielles pour comprendre le sujet donc que nous traitons. Pas besoin de s'éparpiller dans tous les sens. Alors, l'anatomie, donc le cœur est vraiment cet organe creux. Ici, vous avez une coupe longitudinale, n'est-ce pas? Le cœur est cet organe creux, d'accord, creusé. Donc, c'est un muscle creusé par 4 cavités. Vous avez ici, donc, ici on a la gauche et ici on est en haut. Donc, ici, vous avez l'oreillette gauche. D'accord, qui communique avec le ventricule gauche via les valves mitrales. Vous avez ici l'oreillette droite, ok, qui communique avec le ventricule droit via les valves tricuspides. Et chacun de ces ventricules, n'est-ce pas, communique avec des gros vaisseaux. Alors, le ventricule gauche ici avec l'aorte par les sigmoïdes aortiques. Et le ventricule droit, n'est-ce pas, via l'artère pulmonaire qui est visible ici. D'accord, bon, on ne voit pas, tout se passe derrière l'aorte, en fait, avec l'artère pulmonaire ici, via les sigmoïdes pulmonaires que nous ne voyons pas aussi. Alors, donc voilà, tout simplement, c'est une coupe, en tout cas, c'est un organe que vous connaissez très bien. Et vous voyez que c'est sur cette coupe dynamique, on a des valves auriculo-ventriculaires, c'est-à-dire mitrales et tricuspides, qui s'ouvrent en diastole et se ferment, n'est-ce pas, en systole. Et le contraire ici, on a donc les sigmoïdes aortiques et pulmonaires qui vont donc s'ouvrir en systole, n'est-ce pas, et se fermer en diastole. Alors ici, c'est juste pour montrer la position du cœur, la circulation sanguine et la position du cœur par rapport à l'organisme, n'est-ce pas? Donc le cœur va donc pomper le sang donc dans les gros vaisseaux donc en systole, et ce sang va se distribuer, d'accord, dans tout l'organisme. Donc l'aorte va se diviser en plusieurs artères, d'accord, et qui vont elles-mêmes se subdiviser dans les différents organes pour irriguer donc le sang, pour conduire le sang oxygéné, ok. Et ensuite, il y aura un échange sanguin, un échange gazeux au niveau des différents organes, donc qui vont donc prendre l'oxygène qui est dans le sang et rejeter donc le gaz carbonique. Et le sang donc qui va remonter au niveau du cœur, c'est le sang veineux en bleu, n'est-ce pas, qui va arriver au niveau du cœur droit, artère pulmonaire, être oxygéné au niveau des poumons, d'accord, échange gazeux entre les poumons et l'air ambiant, donc rejet de gaz carbonique et l'oxygène rentre, donc ce sang oxygéné va revenir cette fois-ci au niveau du cœur gauche, d'accord, et rebelote, le cycle continue. Donc voilà un petit peu donc le rappel ici de la circulation sanguine. Alors qu'est-ce que les artères? En fait, ce sont ces vaisseaux-là qui, en fait, quittent le cœur pour aller vers les organes. Donc, qui conduisent le sang des organes, du cœur plutôt vers les organes. Et ces vaisseaux-là ont plusieurs diamètres, d'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle les artères élastiques, il y a les artères musculaires, il y a les artérioles, donc en fonction vraiment de leur taille, d'accord? Et tout, quel que soit le diamètre de ces artères-là, elles ont 3 tuniques. D'accord? Et de l'extérieur vers l'intérieur, en fait, on a donc de l'intérieur vers l'extérieur, on a l'endothélium. D'accord? On a de l'endothélium ici qui est une zone très, très importante, notamment au niveau, en tout cas, on reviendra dessus, par rapport à l'hypertension artérielle. Ensuite, on a la média, d'accord? Qui est la tunique moyenne, qui est la tunique musculaire. Et ensuite, on a l'adventice, qui est la tunique externe. Voilà. Donc ici, vous avez vraiment, ici, on a un exemple d'artère musculaire, d'accord, où on a clairement ici, donc, l'adventice, donc la tunique externe, on a la média, d'accord, et puis on a l'endothélium, ok, donc qui est l'unique couche de cellules dans la lumière de l'artère. Voilà. Et cet endothélium, on l'a vu et on le reverra. Donc, est sujette à de nombreuses cellules, d'accord, permet de sécréter tout ce qui est facteur de la coagulation, toutes sortes d'hormones, l'endothéline, les hormones vasoconstrictrices, etc. Donc là, vous avez les artérioles, donc qui sont les plus petites artères, ok, et qui sont elles aussi constituées de ces 3 couches. Alors maintenant, nous allons revenir sur la physiologie
le cycle cardiaque, autrement dit la succession diastole, systole, etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons déjà évoqué. Donc le sang, donc, après avoir été oxygéné par les poumons, va venir donc par les veines pulmonaires au niveau de l'oreillette gauche, ok? Et donc les valves mitrales vont s'ouvrir en diastole, donc le sang qui est dans l'oreillette gauche va être projeté dans le ventricule gauche, d'accord? C'est ça qu'on appelle la diastole. Ensuite, après la diastole, maintenant, il y aura donc ces valves auriculo-ventriculaires vont se fermer et le sang qui est dans le ventricule gauche va être éjecté dans l'aorte, d'accord? C'est ce qu'on appelle la systole, ok? Il y aura le même phénomène au niveau du cœur droit, mais ça, ce sera lorsque le sang veineux, d'accord, le sang appauvri en oxygène va remonter au niveau du cœur droit via les veines pulmonaires. Alors, ici, nous avons donc la loi de Poiseuille. C'est la loi qui régit véritablement la pression sanguine, autrement dit, la pression artérielle. Et qu'est-ce que dit cette loi? Cette loi qui a été donc découverte par Monsieur Poiseuille, qui est un physicien allemand. Donc, cette loi dit que, en fait, la pression sanguine est le produit du débit cardiaque que multiplient les résistances périphériques. Donc, pression artérielle est égale à débit cardiaque QC multiplié par les résistances périphériques totales RPT. Voilà. Alors, ce débit cardiaque lui-même est déterminé par deux facteurs, la fréquence cardiaque d'une part et le volume d'éjection systolique d'autre part. Les résistances périphériques aussi sont fonction de la pression artérielle et de la pression veineuse. D'accord? Donc, voilà. Donc, cette pression artérielle est régulée de diverses façons et selon divers mécanismes. Il y a la régulation à court terme qui fait intervenir le système nerveux autonome et il y a la régulation à moyen et long terme qui fait intervenir ce qu'on appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone. Et c'est ce que nous allons traiter ici. Autrement dit, s'il y a une hypotension artérielle, il y aura une sécrétion de rénine. D'accord? Cette sécrétion de rénine, en fait, la rénine qui est une enzyme qui va permettre la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine 1. Cette angiotensine 1 aussi va être transformée en angiotensine 2 par une enzyme qu'on appelle tout simplement l'enzyme de conversion. D'accord? Et l'angiotensine 2 aura plusieurs effets. C'est une hormone donc, qui va entraîner premièrement une vasoconstriction. Donc, vous avez vu que quand il y a une élévation selon la loi de Poiseuille, quand il y a une élévation des résistances périphériques, il y a une élévation de la tension. Donc, premièrement. Deuxièmement, l'angiotensine 2 dans un second temps, donc là, ce sera sur l'effet long terme, va entraîner la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'aldostérone. Et l'aldostérone, elle va entraîner ce qu'on appelle la rétention hydrosodique. Donc, rétention de sodium. Et qui dit rétention de sodium? Comme il y a du sel, il y a un appel d'eau. Donc, rétention d'eau. OK? Et rétention hydrosodique, ça veut dire quoi? Augmentation de la volémie. L'augmentation de la volémie, on l'a vu, va entraîner une augmentation du débit cardiaque. On a vu que le débit cardiaque, c'est égal à la fréquence cardiaque multipliée par la volémie. Donc, qui dit augmentation du débit cardiaque dit augmentation de la pression artérielle. Donc, voilà en fait comment ce système rénine-angiotensine augmente la pression artérielle et sera véritablement la cible des moyens thérapeutiques parce qu'il faudra diminuer l'effet de ce système-là pour justement diminuer la pression artérielle quand elle est exagérément élevée. Alors maintenant, nous allons parler de l'hypertension artérielle. Vous savez qu'il y a deux types d'hypertension artérielle. Il y a ce qu'on appelle l'hypertension artérielle dite essentielle, pour laquelle on n'a pas véritablement de cause, mais plutôt des facteurs de risque, n'est-ce pas? Et on a l'hypertension dite secondaire, l'hypertension artérielle dite secondaire, qui survient généralement chez les sujets jeunes et dont des causes ont été étiquetées de manière très claire. Et autrement dit, si vous prenez en charge ces causes, si ces causes-là sont guéries, et ben l'hypertension va disparaître. Donc ça, c'est un rappel pour nous dire que la pression artérielle, n'est-ce pas, selon la loi de Poiseuille, et donc le produit du débit cardiaque et des résistances périphériques totales. Donc, qui dit augmentation du débit cardiaque et ou des résistances périphériques dit hypertension artérielle. D'accord? Et on a ce qu'on appelle les hypertensions artérielles de débit, donc qui sont assez fréquentes chez les sujets jeunes.
Alors, quelles sont les causes d'hypertension artérielle? On l'a vu dans 90% des cas, on a ce qu'on appelle HTA essentiel et dans 10% des cas, donc HTA secondaire. Alors, dans l'HTA essentiel, on décrit donc des facteurs de risque. Qu'est-ce que c'est les facteurs de risque? Ce sont des états qui prédisposent à développer une maladie cardiovasculaire et plus tard un accident cardiovasculaire. Donc, ce sont les états, ok? Les états, en fait, qui peuvent être soit non modifiables, d'accord? C'est-à-dire, ce sont des états de fait, on peut rien changer, c'est l'âge, le sexe, le genre masculin notamment, l'hérédité, le fait d'avoir des antécédents cardiovasculaires, d'hypertension dans la famille, la ménopause, d'accord? Ce sont des états physiologiques qui ne peuvent pas être modifiés, voilà. Et ça, on a des états qui sont modifiables, qui sont en fait dépendants de notre mode de vie, de notre hygiène de vie, de notre entourage, ok? Donc, des facteurs environnementaux et nutritionnels, notamment le stress, l'alimentation riche en sel, l'alcool, certains toxiques tels que le tabac, d'accord, même des drogues telles que la cocaïne, mais aussi les médicaments. Il y a des médicaments qui entraînent l'hypertension artérielle tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple. Et aussi, l'alimentation riche en matières grasses va entraîner le surpoids, l'obésité, l'excès de cholestérol et l'excès de sucre va entraîner le diabète. La sédentarité, c'est-à-dire une activité physique insuffisante. Voilà. Donc, vous voyez que les facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire sur lesquels on peut agir, on a une action, on peut les modifier, sont plus nombreux que les facteurs de risque non modifiables. Donc, l'hypertension artérielle essentielle est une maladie qui peut être évitée. D'accord? Elle peut véritablement être évitée en faisant attention justement à notre environnement. Alors, nous allons revenir maintenant sur chacun de ces facteurs de risque, notamment pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils élèvent la pression artérielle. En commençant par l'âge, ok? Vous savez que le sujet âgé, en fait, très souvent, l'âge est vu comme un facteur de risque. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura une perte d'élasticité des vaisseaux, notamment des artères. Avec l'âge, les vaisseaux, la paroi des vaisseaux, n'est-ce pas, va se rigidifier. D'accord? Donc, et cela va augmenter les résistances. Et donc, le sang va circuler avec une certaine difficulté. Il y aura donc une augmentation de la pression du sang. D'accord? Ensuite, concernant la ménopause, du fait de la ménopause, on va constater une chute des œstrogènes. Donc, il y aura une perte de la vasodilatation artérielle, d'accord? Et de ce fait, donc, parce que les œstrogènes, généralement, ont un rôle vasodilatateur. Les œstrogènes vont permettre une meilleure dilatation, vont augmenter, en fait, le calibre des artères, d'accord? Donc, de ce fait, donc, les artères seront plus rigides. Et pareil, le même mécanisme, il y aura une élévation de la pression artérielle parce que les résistances vont augmenter. Alors, le stress, en fait, pourquoi est-ce qu'on dit que le stress est un facteur de risque aussi? Parce que le stress va augmenter la fréquence cardiaque et cela est dû, en fait, à la sécrétion d'hormones qu'on appelle les catécholamines, telles que l'adrénaline, par exemple. Et donc, cette augmentation de la fréquence cardiaque va augmenter la pression artérielle si vous vous fiez à la loi de Poiseuille. Et il y a aussi une augmentation du fait de ces hormones des résistances périphériques, d'où vasoconstriction, et de ce fait, augmentation de la pression artérielle. En quoi est-ce que l'excès de sel est délétère? L'excès de sel va augmenter la volémie. On a vu que dès qu'il y a une augmentation de sel quelque part, il y a un appel d'eau. Donc, augmentation de la volémie. Et sur le long terme, élévation des résistances. D'accord? Ce qui va donc entraîner une vasoconstriction. Et tout cela va concourir à augmenter la pression artérielle. Alors, pareil, même mécanisme pour les toxiques tels que le tabac, l'alcool, les drogues et tout. Ils vont entraîner une vasoconstriction, d'accord, sur le long terme, qui va élever la pression artérielle. Alors, le diabète, la glycémie à jeun supérieur ou égal à 1,26. En fait, le diabète, l'insulinorésistance va entraîner une dysfonction endothéliale, ok, et stimuler le système nerveux sympathique. Donc, tout ça va augmenter, en fait, non seulement la fréquence cardiaque, il y a aussi une augmentation de la réabsorption hydrosodée. Et tout cela va favoriser, n'est-ce pas, l'hypertension artérielle. Donc, oui, le diabète est un facteur de risque cardiovasculaire. Le surpoids, l'obésité. Donc, l'insulinorésistance, d'une part, donc, le diabète, la dyslipidémie, tout cela va augmenter l'activité du système nerveux sympathique. Donc, dès que vous avez une hyperactivité sympathique, attendez-vous tout de suite à deux phénomènes. Premièrement, augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation des résistances périphériques d'une part, ok, et deuxièmement, augmentation de la rétention hydrosodée. Donc, tout cela
va augmenter donc la volémie, augmenter les résistances, donc augmenter la pression artérielle. Donc, le syndrome métabolique est défini comme étant la combinaison de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir, premièrement, une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,1 g par litre, une hypertriglycéridémie, une diminution du HDL cholestérol, d'accord, une augmentation de la pression artérielle et une augmentation du tour de taille. Donc, il est important de conseiller à vos patients d'avoir ce qu'on appelle un mètre ruban, d'accord, parce que on va parler d'un tour de taille élevé chez les hommes qui ont un tour de taille au-delà de 102 cm et chez les femmes au-delà de 88 cm. Voilà. Alors maintenant, nous allons aborder donc l'hypertension artérielle secondaire qui correspond à seulement 10% de nos cas d'hypertension. Les causes sont nombreuses et il faut les rechercher, notamment chez les sujets jeunes. Ok, donc les causes rénales sont les plus fréquentes. D'accord, donc il faudra toujours rechercher donc une maladie rénale parenchymateuse. Donc cela se fait par le bilan minimal de l'HTA que nous verrons selon l'OMS. D'accord, donc il faut savoir que les maladies rénales généralement vont entraîner une rétention hydrosodée, une fibrose, la vasoconstriction, et tout cela va potentialiser l'élévation de l'hypertension. Deuxième cause peu connue et pourtant très fréquente et sous-diagnostiquée, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. D'accord. Alors le syndrome d'apnée du sommeil, c'est comme l'hypertension, ce sont des maladies qui sont prises en charge par les généralistes et il faut connaître. Il faut vraiment connaître pour pouvoir mieux les prendre en charge. Et cela vraiment doit être recherché notamment chez les sujets hypertendus, obèses, qui ronflent, d'accord? Et cela est manifesté par des arrêts respiratoires pendant le sommeil. Et ces patients-là, généralement, vont développer une hypertension artérielle parce qu'il y aura vraiment une sollicitation élevée, importante du système nerveux sympathique. D'accord? Une stimulation sympathique très importante, ok? Avec hypercapnie, stimulation du sympathique, etc. Ok? Donc, les causes vasculaires aussi doivent être recherchées, notamment une sténose de l'artère rénale. Donc là, vous mettez votre stéthoscope au niveau de l'abdomen du patient et vous allez entendre un souffle, le souffle abdominal qui doit tout de suite vous alerter. La coarctation de l'aorte, d'accord, un souffle parasternal qui irradie jusqu'au dos, d'accord, et les dysplasies fibromusculaires. Donc ça, vraiment, il faut connaître ces choses. En tout cas, dès que vous suspectez une HTA secondaire, envoyez le patient tout de suite chez le cardio pour qu'il fasse le point et qu'il met le traitement adapté avant que vous récupérez le patient pour un meilleur suivi. Les causes endocriniennes, bien sûr, nous savons que les hormones, certaines hormones augmentent la pression artérielle, d'accord, c'est le cas, n'est-ce pas, du phéochromocytome, du syndrome de Cushing, de l'hyperthyroïdie, bien sûr, et de l'hyperaldostéronisme primaire, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire un bilan hormonal endocrinien chez vos patients jeunes. Alors, d'autres causes non négligeables qui sont iatrogènes, notamment les médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes, la contraception orale chez la femme, d'accord, et d'autres que vous voyez cités sur cette slide. Donc, il est important de faire vraiment une enquête auprès du patient pour savoir quels sont les médicaments qu'il prend pour comprendre en effet pourquoi est-ce que sa tension serait augmentée. Donc, voilà, ça c'est en conclusion, nous pouvons dire qu'en fait, l'hypertension artérielle, il y en a deux types, HTA essentiel, HTA secondaire. Toujours rechercher les facteurs de risque et les étiologies quand on est face à un sujet jeune. Ce sera tout pour cette vidéo. À la prochaine vidéo.